Ravi d'être ici, ravi d'avoir été accueilli à nouveau à l'IM pour la Student Game Conférence et faire un retour d'expérience. Aujourd'hui, je vais vous parler la problématique pardon, de la présentation d'aujourd'hui, c'est comment bien préparer son entreprise à une production indé. Donc, l'idée, ça va être comment anticiper un maximum de choses pour ne pas se faire prendre de court durant une production indé. Donc, on va attaquer tout de suite par le sommaire. On va reprendre très rapidement les bases de l'entreprise. Donc ça, j'en avais parlé rapidement j'en avais parlé pardon en détail dans ma présentation l'année dernière. Je vais reprendre quelques points rapidement, juste histoire de contextualiser pour ceux qui n'auraient pas été là l'année dernière ou pour ceux qui souhaiteraient juste savoir comment on crée une entreprise et quel intérêt ça a de faire attention à la création de son entreprise. Ensuite, on va parler de la négoce avec un financeur en général. Ça peut être éditeur, ça peut être investisseur. On va parler du coup de la forme du financement, donc du financeur. On va parler du budget et de sa contingence. Et finalement, on va aussi parler du rôle du financeur dans votre production, puisque en fonction de qui est le financeur, il va avoir un rôle différent dans la production. Ensuite, on va parler d'anticiper les quelques challenges de production. Donc là, on va pas rentrer dans de la gestion de projet. On va surtout rester en surface de à quoi il va falloir faire attention pour ne pas se faire prendre au piège au fur et à mesure du temps qui passe sur votre production, car il y aura forcément des aspects que vous n'aurez pas pris en compte ou qui vont vous tomber dessus. Donc on va traiter ça là, en fonction voilà, des spécificités des plateformes, des partenaires, des modes de financement qui existent. Et on va conclure par la post-production et par voilà, penser à la post-production et comment on transitionne entre deux productions, comment on définit une volonté de studio pour souder une équipe indépendante, puisque par définition, une équipe indépendante est petite. Voilà, donc je vous propose de ne pas traîner plus et d'attaquer directement dans le vif du sujet. Donc on va commencer par l'entreprise. C'est pas les slides les plus marrantes. Après, elles sont nécessaires à comprendre le reste. Donc, je vais essayer de passer dessus plutôt vite, de manière claire. Donc, on va voir très rapidement comment on crée une entreprise. J'en avais parlé l'année dernière, donc je ne vais pas rentrer plus en détail dedans. Concrètement, c'est deux choses pour créer une entreprise. On doit créer des statuts d'entreprise qui vont définir la forme juridique de l'entreprise, qui vont définir le nombre d'associés, comment les parts se divisent entre les associés. Euh, et ensuite, on va avoir besoin d'un deuxième élément, c'est un dépôt de fonds dans une banque c'est juste un petit papier qui dit que vous avez déposé X montant au nom de votre entreprise et donc que vous avez un compte d'entreprise. Et avec ces deux éléments-là, la Chambre des commerces, donc le greffe, sera à même de créer l'entreprise que vous souhaitez. Alors du coup, à quoi ça sert de prendre son temps là-dessus? Ça sert notamment en termes de statut juridique et pour anticiper vos dépenses, pour anticiper les coûts et les besoins administratifs. Effectivement, on a différentes formes d'entreprises en France et ces formes vont s'appliquer à différents types de boîtes. Une personne qui va travailler tout seul avec un capital qui va être souple et élevé, une personne qui va travailler seule avec un petit capital, une entreprise plus classique avec des salariés qui a des gros capitaux, ou au contraire une entreprise qui se lance avec des petits capitaux mais qui a des salariés, ou alors qui justement ne veut pas de salariés. Tout ça est dans l'intérêt de la création du statut d'entreprise et de quel statut on choisit. Donc, je vais pas être à même de vous décrire tous les statuts d'entreprise parce que c'est du droit, hein, c'est complexe pour le coup là-dessus, c'est pas mon métier. Je suis allé me renseigner sur Internet et ensuite on en a discuté avec des juristes. Et pour tous ceux qui créent une entreprise, je recommande de prendre rendez-vous avec un juriste pour parler de ça. Pourquoi? Parce que les dépenses que vous aurez avec le juriste pour avoir la bonne forme d'entreprise, vous les rattraperez ensuite sur le long terme sur les cotisations sociales en fonction de la forme d'entreprise que vous aurez choisie. Donc, cette présentation, je vais vous la passer. Donc, je vous ai mis des liens à droite à gauche. Ici, vous avez un lien de renseignement pour ceux qui seront intéressés pour aller voir plus en détail euh, les différentes formes juridiques. Là, je vous en présente quelques-unes. Par exemple, la SARL, c'est une forme juridique qui va être souple, qui va très bien fonctionner pour la cogérance, qui va permettre, par exemple, à des cogérants d'être travailleurs non salariés. Donc, on va réduire le niveau de charge. C'est, par exemple, la forme que nous, on a choisie parce que ça nous permet de contrôler nos charges et surtout, on n'a pas de contrat de travail. Donc, si la boîte devait arrêter de toucher de l'argent et on devait arrêter de se rémunérer pendant un mois ou deux, on ne serait pas en liquidation judiciaire. Contrairement, par exemple, à une SAS, on a
une plus grosse souplesse que la SARL au niveau du capital de l'entreprise. On peut faire tourner de plus gros chiffres. Par contre, derrière, on doit être salarié. Donc, ça veut dire que si la boîte ne peut plus payer ses salariés, c'est un contrat de travail, donc la boîte ne respecte plus son contrat, donc auquel cas, on peut finir en redressement judiciaire et si vraiment ça va mal, en liquidation judiciaire. L'AEURL, on est beaucoup plus souple, c'est pour les personnes qui travaillent seules, euh, qui se lancent euh, oh pardon, j'ai oublié de définir le I à côté, je remarque en fait que c'est le même texte. Donc le URL, on a un capital qui est plus souple, et le I, c'est la même chose, mais avec un plus petit capital, donc moins chargé, et je crois que c'est quelque chose comme jusqu'à 75 000 euros par an. Donc par exemple, si c'est une toute petite boîte que vous êtes tout seul dedans, ou pour des jeux mobiles, genre Hyper Casu ou quoi que ce soit, qui vont avoir des chiffres d'affaires de quelques milliers d'euros par jeu, effectivement, ce modèle économique, il pourrait parfaitement coller. Donc voilà, on arrête avec le fatigant et le rébarbatif. Je vais vous expliquer pourquoi, du coup, c'est important de choisir ces statuts. Comme je vous avais expliqué, on a différents statuts dans une entreprise. On peut être salarié, on peut être assimilé salarié et on peut être travailleur non salarié. Donc tout ça, ça a un impact sur les obligations de l'entreprise, les obligations financières de l'entreprise, euh, et donc sur ce que je vous expliquais. Si on est salarié, que la boîte ne peut plus payer, on va in fine terminer en liquidation judiciaire. Assimilé salarié, c'est assez proche. Euh, et travailleur non salarié, on est plus flexible. Donc on a le droit à aucun avantage du salariat, donc pas de chômage, pas de pardon, excusez-moi, je me suis perdu dans ce que je disais. En gros, concrètement, tous les avantages du salariat, vous oubliez. Mais par contre, travailleur non salarié va permettre une flexibilité d'arrêter de se payer, par exemple, pendant X mois, si c'est une nécessité dans l'entreprise. Et donc tout ça, en fait, ça va servir à déterminer quel type de contrat vous allez avoir besoin pour les personnes qui vont travailler dans votre entreprise. Est-ce que ça va être des contrats de freelance, par exemple, pour une entreprise individuelle, une EI, on a vu tout à l'heure, euh, c'est peut-être plus intéressant d'avoir des contrats de freelance, puisque ce sont les freelances qui vont se charger eux-mêmes de leurs propres charges. Est-ce que c'est plus intéressant d'avoir un CDD, un CDI, une alternance? Donc là, en fonction du modèle économique de la boîte, par exemple, pour une SAS, ça peut être très intéressant d'avoir une alternance. Ou est-ce que carrément on n'a pas de contrat? Parce que voilà, un travailleur non salarié, il n'a pas de contrat, il n'y a pas de fiche de paye qui tombe à la fin du mois, il va juste déclarer sa rémunération annuelle au gouvernement et ces charges sociales vont être calculées là-dessus. Donc pareil, je vous ai mis un lien d'estimation des charges sociales. Donc toute cette partie un peu rébarbative, c'est ce qui va vous permettre de calculer vos coûts et de calculer vos coûts de manière précise. Et plus vous êtes précis dans une discussion, que ce soit avec un investisseur, que ce soit avec un éditeur, plus vous êtes crédible auprès de cet éditeur ou de cet investisseur. Il va forcément vous demander des chiffres et vos solutions. Et plus vous tapez dans le mille là-dessus, plus il va vous prendre au sérieux dans la discussion. D'où l'importance de bien travailler là-dessus quand on lance son entreprise. Donc maintenant, on va parler de trucs un peu plus fun. On va parler de négoce euh, avec un financeur et on va parler du coup des différents types de financeurs, investisseurs, éditeurs, business angels. On va voir les avantages et les inconvénients de tout à chacun, en commençant par les différentes formes de financement. Donc on va parler du plus connu, l'éditeur, que vous d'ailleurs on vous apprend ce système-là à l'IM en production et marketing. Donc l'éditeur, sa spécificité, c'est que lui, il s'intéresse au jeu, il s'intéresse au produit et non à l'entreprise. Il va s'investir en marketing sur le produit. Il va mettre de l'argent en marketing pour développer la com du jeu. Il va distribuer aussi en général le jeu. Très souvent, c'est l'éditeur qui va s'occuper par exemple du retail. Si le jeu devait sortir sur Switch, si le jeu devait sortir sur une autre plateforme, c'est l'éditeur qui va s'occuper voilà, de travailler avec des partenaires pour avoir les petites boîtes, les petites disquettes qui vont bien. Euh, Également, l'éditeur va recouper son investissement sur le jeu. Donc, contrairement à un investisseur, il fait sa recoupe directement dès que le jeu sort. 100% des fonds euh, que rapporte le jeu vont aller à la recoupe jusqu'à ce que le jeu soit recoupé et qu'ensuite on sépare les parts. Donc ça doit être familier normalement. Et puis finalement, comme il s'intéresse au jeu, eh bien, il va prendre des royalties sur le jeu. Donc 60-40, 70-30, 50-50, ça après ça dépend du deal que vous allez signer. Donc la spécificité de l'éditeur, c'est qu'il s'intéresse à votre jeu et pas à votre entreprise. Donc ensuite, on a la deuxième forme de financement,
Les investisseurs et les business angels. Eux, c'est totalement différent, totalement l'opposé. En général, ils vont forcément s'intéresser au produit, au jeu, parce que votre produit fait partie de votre entreprise, surtout dans un studio indé où il n'y a pas 4 ou 5 ou 6 jeux en production en parallèle. Mais alors lui, il va particulièrement s'intéresser à l'entreprise plus qu'au produit. Il va avoir tendance à investir de plus grosses sommes sur du plus long terme en général. Alors après, tout va dépendre de comment vous allez valoriser votre entreprise. On va y venir. Euh, Généralement, il va racheter des parts de l'entreprise, cet investisseur. Donc c'est un investisseur qui va finir associé. Donc ça va être ensuite à vous de définir dans le pacte d'associés quel pouvoir vous donnez à cet investisseur. Ça va être à l'investisseur de définir sur quoi il a envie d'avoir la main dans votre entreprise. Ensuite, c'est une négoce qui va se faire naturellement. Mais voilà, il faut faire plus attention parce que c'est quelqu'un que vous faites rentrer au capital social de votre entreprise. Donc si jamais il y a mésentente, ça aura beaucoup plus d'impact qu'un éditeur où on peut se permettre de changer d'éditeur si jamais à un moment la collaboration ne fonctionne plus. Et alors, le business angels ou l'investisseur, lui, il va pas recouper sur le jeu. Lui, il va recouper directement son investissement sur les dividendes de votre entreprise. Donc, pareil, ça veut dire que si vous prenez un investisseur, vous avez plus la main totale sur les fonds de votre entreprise. Je m'explique. Lorsqu'une entreprise débloque un chiffre d'affaires à la fin d'une année, il y a une réunion des associés qui se fait où on définit comment ce chiffre d'affaires va être réinvesti. Est-ce qu'on décide de le réinvestir dans un jeu? Est-ce qu'on décide de se verser ça, de le reverser, pardon, pas dans un jeu, mais dans un projet, un produit, du marketing ou une activité de l'entreprise, ou est-ce qu'on décide de se reverser des dividendes? Donc c'est une somme d'argent en fonction de ce qui est sorti. Par exemple, mettons la boîte a sorti 500 000 euros et vous avez 10% de la boîte, eh ben, vous allez avoir 50 000 euros de dividendes. Euh, donc, avoir un investisseur au sein de votre entreprise, ça va peut-être vouloir dire sortir des dividendes plutôt que vous ne le voulez aussi. Donc, encore une fois, là, c'est à vous de faire très très attention si vous travaillez avec un investisseur à ses attentes, à vos attentes et à les accorder. Et finalement, on a le dernier mode de financement qui, lui, est moins orthodoxe, un peu plus funky et au cas par cas. C'est le financement participatif. Il n'est pas incompatible avec l'investisseur ou l'éditeur. Néanmoins, il faut en parler en amont parce que beaucoup d'éditeurs, par exemple, ne vont pas vouloir s'associer à du financement participatif parce que ça veut dire s'engager auprès du consommateur. Et donc le financement participatif, bon ça vous connaissez, je vais passer rapidement dessus, mais ses spécificités, c'est que les gens s'intéressent au produit en tant que consommateur, en tant que B2C, business to consumer, et pas B2B, business to business, contrairement aux deux autres entités. C'est un mode de financement qui va créer aussi un engagement auprès de votre communauté. Donc il va falloir faire attention à ça. En général, il y a des contreparties qui sont proposées au financement participatif. Et ces contreparties, les gens vont vous attendre dessus. Votre communauté, la communauté que vous construisez là-dessus, vont vous attendre dessus. Donc si vous n'y répondez pas, vous vous mettez également à gros risque. Donc voilà, après, c'est juste à vous de jauger à ce niveau-là qu'est-ce qui est le plus risqué, qu'est-ce qui est le plus intéressant. Le financement est incertain, puisqu'on set up un objectif de financement, et puis ensuite, ce sera à la communauté de gonfler cet objectif, de l'atteindre ou pas. Donc on n'est pas certain d'obtenir la totalité de ces fonds. Et ensuite, ça peut être compliqué dernièrement pour tout ce qui va être partenariat. Donc, comme j'expliquais, des éditeurs qui vont être frileux à travailler parce que du coup, il y a des engagements auprès de la communauté, des investisseurs ou des business angels euh, qui peuvent prendre peur de ces communautés-là parce que, alors pour les éditeurs, non, on parle de gens qui sont de l'industrie du jeu vidéo, mais pour les investisseurs, on parle souvent de personnes qui sont des cinquantenaires passés, qui sont d'une autre génération et qui ne voient pas le jeu vidéo comme nous on le voit, qui s'ouvrent aux jeux vidéo depuis peu. L'investissement s'est ouvert aux jeux vidéo massivement depuis 2020, depuis le Covid, donc c'est quelque chose relativement d'assez récent. Donc par exemple, là, si vous essayez d'attirer un investisseur, un financement participatif pourrait l'effrayer, donc à prendre en compte. Donc une fois qu'on connaît toutes ces formes de financement, on va travailler sur son budget. Son budget, on va le travailler de deux manières différentes, en fonction de si c'est une production, donc on travaille avec un éditeur, ou si c'est un investisseur. Si vous travaillez avec un éditeur, ma foi, ça va être très proche des formations que vous avez suivies en production et marketing. Je vais le répéter pour ceux qui ne sont pas en production et marketing, mais il va vous falloir du coup un budget qui va comprendre les besoins salariales de votre entreprise, les charges sociales, le besoin en matériel, en software, toute l'externalisation,
Par exemple, pour ce qui va être du sound design, si vous n'avez pas de sound design dans votre équipe, pour ce qui va être du marketing ou de la communication à la sortie, pour ce qui va être de la localisation, très souvent on sous-traite la localisation ou la QA. Euh, et il faut aussi prendre en compte toutes les taxes que va avoir l'entreprise en fonction de sa forme juridique. On a vu les formes juridiques un peu plus tôt. Ces entreprises sont taxées différemment en fonction de leur forme juridique. Certaines sont soumises à certains impôts, d'autres non. Et donc, il va aussi falloir prendre en compte ça dans votre budget parce que c'est des dépenses qu'on va vous demander. Et derrière, je vous invite très grandement, alors ça, c'est encore quelque chose qu'on vous a déjà dit, mais je vais le répéter, je vous invite très grandement à prendre 10 à 20% de contingence sur votre budget euh, parce que c'est ce qui va vous permettre de sauver les meubles si vous avez des polish à faire. Je vous donne un exemple très simple appliqué à Ellipse, le projet sur lequel on travaille actuellement. On a travaillé avec les sound designers pendant à peu près 8 mois. Ils ont fait un boulot absolument magnifique. Et là, ça va faire 1 mois et demi qu'ils travaillent plus sur le projet, que nous, on est dans des polish à fond, à fond, à fond, à fond. Et du coup, en fait, en faisant certains polish, on a intégré de nouvelles features qui, elles, ont besoin d'être sonorisées. Donc, grâce à cette contingence, on va pouvoir retravailler en toute fin de production avec nos sound designers pour qu'ils puissent retravailler ce qui a été rajouté et puis rééquilibrer le mix, faire en sorte que tout roule. Donc cette contingence, elle est très très importante parce que là, je vous donne un exemple sur le sound design, mais c'est un exemple qui peut aussi tomber sur la QA, c'est un exemple qui peut tomber sur en fait à peu près n'importe quelle de vos dépenses, hormis les dépenses fixes qui vont être les experts comptables, les softwares, tout ce genre de dépenses qui sont par mois. Et ensuite, on a l'investisseur. Alors l'investisseur, il va aussi s'intéresser au budget de votre production, comme l'éditeur, puisqu'il va s'intéresser à l'ensemble de la boîte. Mais l'investisseur, il va falloir rajouter des choses dedans. L'investisseur, il va travailler dans son intérêt, donc il va essayer de vous racheter des parts le moins cher possible. Donc lui, il va essayer d'évaluer votre entreprise quand il va vous faire sa première proposition. Si normalement, s'il est businessman, il va essayer de vous dévaluer et de vous avoir à un bon prix. Et c'est là qu'il faut savoir qu'une entreprise se valorise sur plusieurs axes. Et il ne faut pas se faire avoir là-dessus. Une entreprise, c'est pas seulement son chiffre d'affaires. Une entreprise, la valeur d'une entreprise, ce sont bien sûr le chiffre d'affaires qu'elle va dégager à la fin du mois. Ça va être les membres de cette équipe, parce que ces gens-là, ils ont un salaire, ces gens-là, ils ont un savoir-faire, et du coup, ces gens-là, ils ont une valeur qui est imputée à l'entreprise. Et finalement, on a aussi ce qu'on appelle la valeur fictive, qui est la valeur à venir de votre produit. Le produit sur lequel vous travaillez, logiquement, vous avez fait des études de marché, vous l'avez positionné sur son marché, et vous avez calculé à peu près combien il pourrait faire de ventes par rapport à la concurrence. Et ces chiffres-là vont vous servir aussi à valoriser votre entreprise. Parce que tout ça, c'est une valeur à venir que vous êtes en train de produire en ce moment même et dont l'investisseur va bénéficier au long terme. Donc voilà comment on valorise une entreprise. On va utiliser ces 3 axes. On va essayer de les gonfler un maximum, bien sûr. Et ensuite, on va venir présenter cette étude-là à l'investisseur et on va se mettre d'accord ensuite sur le pourcentage de la boîte qui va partir, sur la somme qui va être le capital qui va être injecté de l'investisseur dans l'entreprise. Donc voilà, l'investisseur, on va un peu plus loin dans l'étude des chiffres, c'est un peu plus technique là-dessus. Si vous démarchez des investisseurs, je vous invite à vous faire aider par des experts comptables pour raccorder à ce que je disais tout à l'heure, dans le but d'être le plus précis possible et donc le plus crédible possible face à vos interlocuteurs. Donc l'idée, voilà, c'est que ils vont pas vous donner de l'argent gratuit. Il va falloir, comme je disais, il va falloir négocier cette situation. Et ça passe par créer de la valeur. Et cette valeur-là, c'est à vous de la créer, c'est à vous de l'imaginer euh, avec les axes que je vous ai donnés et votre produit. Donc maintenant, on va parler d'un point qui est très important, qu'il ne faut pas oublier, qui est le rôle du financeur. En fonction du mode de financement que vous allez avoir et avec qui vous allez travailler, le financeur va avoir un rôle différent à jouer dans la production. Et ça, je mets un disclaimer là-dessus, il faut absolument le définir en amont et le mettre dans le contrat. Si vous souhaitez embêter votre investisseur ou votre éditeur sur ces engagements, il faut que ça figure dans le contrat. Il faut également que vous augiez bien les compétences des gens avec qui vous allez travailler. Aucune entreprise n'est parfaite. Toutes les entreprises ont des points forts et des points faibles. Chez les éditeurs également, il va falloir repérer les points forts et les points faibles de votre éditeur ou de votre investisseur pour pouvoir pallier à ça. Est-ce que mon éditeur, il est bon en distribution? Est-ce que mon éditeur, il est bon en marketing? Est-ce que mon éditeur, il est bon en business?
peut-être qu'il va être bon en distribution, en business, mais pas en marketing. Auquel cas, peut-être qu'il va falloir être plus présent en marketing pour les soutenir et faire en sorte qu'on suive le plan de base. Ou est-ce qu'au contraire, ils ont une force de frappe excellente en marketing, mais en distribution, ils sont pas terribles. Et auquel cas, il va peut-être falloir aller creuser d'autres stores et leur proposer d'autres stores sur lesquels distribuer le jeu pour avoir une distribution vraiment globale et complète. Donc voilà, jaugez bien les compétences de votre financeur, travaillez avec ces compétences-là. C'est normal qu'un financeur n'ait pas toutes les compétences, à part un dévolver, c'est tout à fait normal, à part les plus gros. Donc à partir de là, travaillez avec ça, soyez-en conscients et anticipez du coup les challenges à venir euh, en jaugeant bien les compétences des personnes, de vos collaborateurs et des personnes avec qui vous travaillez. Et notamment, n'hésitez pas à les challenger. Si ça figure dans le contrat, il faut absolument les challenger sur leur travail. C'est ce qui va leur permettre de se dépasser et c'est ce qui va vous permettre aussi de se dépasser. Parce que si vous challengez leurs idées, ils vont très probablement aussi challenger les vôtres et ce qui va vous permettre d'aller plus loin dans votre conception. Et donc, je vais vous donner un petit exemple rapide. Nous, par exemple, on travaille avec Plugin Digital. Donc, on sait que la méga force de frappe de Plugin Digital, c'est la distribution. Voilà, on sait que là, notre jeu, globalement, il va pouvoir être distribué sur tous les stores que vous voyez ici en dessous. Et encore, j'en ai enlevé de la liste. Et vous voyez qu'il y a des stores qui sont inaccessibles pour des petits développeurs. Par exemple, Tencent en Chine. Quand on est des petits développeurs et qu'on n'a pas la force de frappe d'un éditeur, c'est très compliqué de les aborder. Amazon, ça va être pareil. Pour tout ce qui va être mis en avant Nintendo, ça va être pareil. Donc à partir de là, repérez les points forts de votre éditeur. Nous, en l'occurrence, dans notre situation, c'est la distribution. On sait qu'en marketing, ils sont encore en train de se construire. Ils ont la volonté de faire bien, mais ils se construisent encore. Donc en marketing, on est présent, on les suit, et puis on a totalement confiance derrière pour ce qui est de la distribution et du business, parce qu'on sait que là-dessus, c'est leur point fort. Donc reposez-vous sur les points forts de vos partenaires et palliez à ces points faibles. Ça va vous-même vous challenger et vous faire sortir de votre zone de confort et vous améliorer dans votre travail. L'idée, c'est de pas se retrouver comme ça, en fait. Parce que si on se rend compte à la fin d'une production que c'est la catastrophe en marketing ou que c'est la catastrophe en distribution, alors que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'on s'investit corps et âme et qu'on sort pas de notre grotte pour développer son jeu, ça fait mal au cœur et ça fait mal aux fesses. Donc plus vous anticipez justement les compétences des personnes avec qui vous travaillez, euh, des financeurs avec qui vous travaillez, plus vous allez pouvoir pallier à tout ça et éviter une situation qui va être déplaisante autant pour vous que pour vos partenaires. Parce que bon, chaque situation déplaisante, ça va finir par créer des tensions et des tensions au long terme, c'est jamais plaisant dans un milieu professionnel, c'est absolument jamais plaisant. Encore moins dans l'indé où de base vous en avez beaucoup sur les épaules. L'indé, on parle de toutes petites équipes, donc vous pouvez pas diluer le travail dans les équipes. Vous allez avoir beaucoup de choses à faire en très peu de temps. Donc si en plus derrière vous vous faites prendre de court ou par surprise par vos partenaires, c'est une catastrophe. Vous allez finir exactement comme ce gif à pleurer sur votre bureau. Donc bien anticiper tout ça pour justement pouvoir pallier au mieux à tout ça. Voilà, je vais arrêter de m'étaler là-dessus. On va passer sur la production. On va parler un peu du coup des challenges de production. Qu'est-ce qu'il faut anticiper dans sa production avec les différents partenaires. On va pas rentrer dans de la gestion de projet pur, comme je disais, on va rester un peu en surface là-dessus. Ça va être tous les grands points auxquels il va falloir faire attention et auxquels on ne pense pas forcément en pré-production ou à la signature. Et le premier, ça va être les plateformes. Et oui, parce que même si on pense travailler, par exemple, sortir son jeu que sur PC ou que sur PC Switch ou PC PS5, derrière, vous travaillez avec des partenaires. S'il s'agit d'un investisseur, le business, c'est vous qui allez le faire. Vous allez très certainement recruter quelqu'un ou travailler avec une entreprise externe pour faire ce business-là. Si vous travaillez avec un éditeur, c'est l'éditeur qui va faire le business. Et l'éditeur, il va avoir peut-être des opportunités parfois. Et peut-être des opportunités qui vont être très lucratives. Et peut-être que parfois, il peut vous mettre la pression en vous disant, écoutez, là, ce deal-là, il faut qu'on le signe, mais par contre, ça va nous faire partir sur PlayStation, ça va nous faire partir sur Switch, ça va nous faire partir sur mobile. Et ça, si vous ne l'avez pas anticipé dans votre pré-production, c'est un enfer à rattraper. Ça peut être très très compliqué à rattraper, ça peut être des mois de travail en plus pour le studio indépendant. Donc pensez que vous êtes dans un milieu qui est organique, qui est dynamique, ça bouge, c'est pas immuable une production. Donc votre éditeur, il va peut-être, ou votre investisseur, il va peut-être vous ramener des deals business qui vont vous mettre dans une situation inconfortable. Donc prévoir un maximum de plateformes, c'est se sécuriser là-dessus. Si jamais un jour il y a un deal qui tourne, que le jeu vous devez le porter sur mobile, que le jeu vous devez le porter sur Switch, vous avez fait ce travail en amont,
et vous ne vous retrouvez pas à retravailler toute votre pré-production et votre architecture de jeu pour que ça puisse tourner sur mobile ou pour que ça puisse tourner sur Nintendo Switch, par exemple. Donc ensuite, on va anticiper aussi la production en fonction des partenariats. Sur 3 grands axes, notamment. Donc le premier, ça va être le marketing. À quel point vos partenaires sont compétents en marketing, quelle période de campagne, et ça se jauge par vos propres connaissances et compétences que vous avez acquis dans vos différentes écoles et formations ou dans vos métiers. Donc pour jauger le marketing, ça va être la période de la campagne. Combien de temps il prévoit une campagne? Une campagne minimum, c'est au moins 2-3 mois de campagne à la sortie du jeu, minimum, et en amont, 1 mois. Donc on est sur 3-4 mois de campagne pour une bonne campagne marketing. Les canaux de communication, sur quoi il va communiquer, parce que si par exemple c'est un canal c'est que Twitter ou que LinkedIn, bon, bah, il y a peut-être quelque chose à pallier, il y a peut-être quelque chose à travailler de ce côté-là. Il y a peut-être effectivement, du coup, on peut repérer une faiblesse chez notre collaborateur de ce côté-là et on sait qu'il y a quelque chose à pallier. La cible de la campagne, est-ce que la cible que votre collaborateur va cibler correspond à ce que vous avez défini, à ce que vous souhaitez pour votre jeu, à qui vous souhaitez vendre votre jeu, les actions marketing qui vont être adressées à ces cibles et la transformation qui en suit derrière. Parce que ce marketing, il sert pas à rien. Ce marketing, il sert à ce qu'on appelle transformer. C'est-à-dire que transformer, c'est ramener par exemple, quelqu'un qui va regarder votre trailer. S'il achète le jeu, on appelle ça une transformation. Il a transformé un investissement en marketing en une vente. Et donc, quel est le taux de transformation? Est-ce que le taux est bon? Oui, non. Si le taux de transformation est mauvais, il y a peut-être une erreur dans la stratégie, il y a peut-être quelque chose à retravailler. Le marketing étant quelque chose de très dynamique et très organique, on peut se permettre de retravailler un plan marketing peu avant la sortie ou à la sortie en accord avec notre éditeur, si vraiment on se rend compte, ou notre collaborateur, si vraiment on se rend compte que ce qui avait été prévu est catastrophique. Donc avec ces questions-là, comme ça, vous pouvez jauger le marketing chez votre collaborateur. Ensuite, ça va être la distribution. Autre axe extrêmement important, parce que c'est très très bien de faire un jeu, d'être auteur, de créer des œuvres, on est tous passionnés de ça, et je pense que c'est pour ça qu'on s'investit tous autant dans le jeu vidéo. Mais derrière, faut le distribuer, faut gagner de l'argent à partir de ce jeu. S'il est que sur un store, vous allez minimiser vos gains, et c'est dommage, surtout pour une jeune entreprise. Donc, jaugez la distribution chez votre partenaire. Sur quel canot il compte distribuer? Le nombre de canaux. En général, plus il y a de canaux, plus ça veut dire que le réseau de votre partenaire est grand. Donc c'est rassurant, c'est intéressant. Dans quel pays ensuite? Parce que bah, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a des cultures qui sont très différentes et qu'on ne vend pas un jeu de la même manière en Chine, au Japon, en France ou aux États-Unis. En États-Unis, ça se rapproche. Mais globalement, euh, quelle va être leur force de frappe dans les différents pays et les différents marchés que vous allez viser? Donc c'est la question qui suit après. Sur quel marché dans ces différents pays-là? Sur quel marché votre jeu va être distribué? Et est-ce que ce sont des marchés qui correspondent à votre target que vous avez défini dans votre plan marketing? Et finalement, à quelle culture? Comment ils vont approcher les différentes cultures et avec quelle finesse? C'est ce qui va vous permettre de jauger la compétence de votre partenaire en distribution. Et pour moi, le troisième axe, ça va être aussi le retail. Aujourd'hui, on fonctionne beaucoup au digital. Euh, Néanmoins, le retail, ça reste quelque chose qui est plaisant. C'est super chouette d'avoir son jeu en matérialisé, physique. Donc, si le retail, c'est quelque chose que vous voulez faire, c'est une ambition que vous avez pour votre jeu, pareil, il faut le jauger chez votre collaborateur. Est-ce qu'il sait à qui usiner le produit? Est-ce qu'il sait avec qui travailler? Est-ce qu'il sait anticiper les coûts de tout ça? Et comment il va acheminer tout ça? Tout ça, c'est un réseau, en fait. Donc, en général, je vous donne dans le mille, hein. En général, ce qui se passe, c'est que vous allez travailler avec un tiers parti qui, lui, a déjà tout construit, qui a les usines en place, qui a la méthode de fabrication, qui a le réseau d'acheminement. Mais tout ça, il faut le savoir. Tout ça, il faut le demander. Parce qu'encore une fois, si votre partenaire euh, n'a pas de fortes compétences là-dessus, ça va être à vous de le pallier derrière en tant qu'indé. Et finalement, on va passer sur le fonctionnement des finances. Là, ça va être globalement assez rapide. En gros, c'est comment prévoir différents financements euh, et adapter sa production. Puisque en général, j'imagine que je m'adresse à une majorité d'étudiants. J'imagine également qu'il y a des professionnels parmi vous. Euh, pour une première production,
encore plus quand on est étudiant. Déjà, quand on est professionnel, c'est quelque chose qui rentre en jeu. Quand on est étudiant, c'est quelque chose qui est décuplé. Vous n'allez pas forcément obtenir le budget que vous avez demandé. On est en France en plus, donc on a des sacrées subventions entre les subventions régionales et les différents types de subventions du CNC. En général, si votre éditeur il a un peu vent de toutes les subventions françaises, il va aussi renégocier ça à la baisse. Donc on se retrouve rarement avec le budget qu'on a demandé initialement. Donc c'est pour ça que vous, votre production, il va falloir qu'elle soit dynamique derrière. Il va falloir que vous anticipiez votre production de manière dynamique. Et du coup, que vous ayez plusieurs versions de votre budget. Euh, une version qui va être complète, qui va être celle que vous allez présenter, qui va inclure également les aides du gouvernement, mais également une version avec les aides, mais avec un budget plus limité. Voilà, si vous deviez cut des choses, si la production devait être plus courte, à combien vous réussiriez à tomber. Cette même version avec les aides, et ces deux mêmes versions avec et sans les aides. C'est-à-dire un budget complet avec les aides, un budget complet sans les aides, un budget qui va être limité avec les aides et un budget qui va être limité sans les aides. Et avec ça, vous donnez tous les scénarios possibles. Attention, cet outil, c'est un outil qui est pour vous ou des investisseurs, mais à ne s'en servir sous aucun prétexte à un éditeur. Pourquoi? Parce que si vous lui montrez ces quatre budgets-là, lui, il va tout de suite prendre le budget à la baisse et il va essayer de le tirer vers le bas. Montrez-lui votre budget complet, il va de toute façon le tirer vers le bas et avec un peu de chance, vous allez retomber sur un autre de vos plans qui va vous permettre de réadapter. Mais cet outil, il est pour vous. Il est pour que vous ayez une production dynamique ou si vous démarchez un investisseur, pour rassurer votre investisseur sur l'adaptabilité du studio. Mais ne pitchez pas ça à un éditeur, ce serait une grosse erreur et il l'utiliserait contre vous. Néanmoins, c'est un outil qui va être nécessaire parce que c'est ça qui va vous permettre de vous adapter aux différents challenges que vous allez avoir. Si par exemple, on parlait de différentes plateformes, si vous vous retrouvez à devoir développer une plateforme différente dans des délais courts, c'est important d'être flexible, c'est important de savoir gérer sa trésorerie. Et le plus vous avez de simulations de ce genre-là, le plus vous allez être capable de retomber juste sur vos chiffres. Et une entreprise qui sait calculer ses chiffres et qui sait calculer ses coûts, c'est rassurant. Et finalement, on va conclure cette présentation par le post-production. C'est quelque chose auquel on pense pas suffisamment, qu'on n'anticipe pas assez. On est les premiers à avoir fait l'erreur à Hot Chili Games. C'est aussi pour ça qu'on vous en parle. C'est quelque chose c'est dur à prendre en compte parce que du coup, vous êtes concentré sur votre production. Si on parle de jeux indépendants, comme on parle dans cette présentation, en général, ça veut dire aussi une petite équipe. Donc ça veut dire que vous allez être très très chargé. Ça veut dire que vous allez avoir du mal à anticiper le post-production. Donc plus tôt vous l'anticipez, le plus tôt vous pouvez l'intégrer à votre gestion de projet et avoir un turnover, par exemple, de vos développeurs ou de vos artistes pour pouvoir gérer votre post-production. Donc qu'est-ce que je veux dire par post-production? Ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir transitionner entre deux productions. Globalement, vous savez comment le jeu vidéo ça fonctionne. Vous avez un budget, vous avez des milestones. Ce budget, il est découpé entre les différentes milestones. Et quand vous arrivez à la fin de la dernière milestone, le jeu, il sort pas le lendemain en général, hein. La date de sortie, elle peut être un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois après. Ça va dépendre du marché, ça va dépendre des concurrents sur ce marché, de si vous êtes gros, si vous êtes petit. Une date peut se décaler et se redécaler. Donc à partir de là, vous avez plus de sécurité financière. Vous avez plus de filet, en fait. Le filet qui a été les milestones durant toute la production. Et donc à ça, vous avez plusieurs solutions possibles pour anticiper ça et ne pas vous retrouver dans une situation inconfortable où pendant quelques mois, vous seriez amené à avoir une trésorerie en mauvaise santé. Donc la première option, ça va être poursuivre votre licence du jeu que vous avez sorti. Et je le précise avec le même éditeur et financeur. Je vais vous expliquer pourquoi. La deuxième option, ça va être démarcher d'autres éditeurs pour une nouvelle licence. Donc travailler sur un autre type de projet et potentiellement avec un autre partenaire. Et la troisième option, qui est la moins fun, après c'est celle qui dépanne et qui fonctionne quand on a besoin de faire rentrer quelques dizaines de milliers d'euros pour payer des salaires sur un mois ou deux, ça va être de trouver des contrats de prestation autour de vous. Voilà, globalement, en général, si vous avez un bon jeu et que vous êtes construit un réseau, il y aura des besoins autour de vous. Donc vous êtes toujours libre de démarcher et de contracter.
pour d'autres studios. Attention néanmoins, ça va demander une grande adaptabilité de la part de vos développeurs et de vos artistes qui vont se retrouver sur des projets qui ne leur appartiennent pas. Néanmoins, voilà 3 solutions pour transitionner entre deux prods. Évidemment, il y en a plus. Évidemment que l'investisseur, c'est une solution aussi. Si vous comptez faire entrer un investisseur au capital de votre entreprise. Évidemment que, par exemple, le crowdfunding va être une solution aussi, avec tous les risques et les dangers dont on a parlé un peu en amont. Mais globalement, c'est les 3 options les plus communes chez les studios de jeux vidéo indés. La première solution, j'ai précisé poursuivre la licence avec le même éditeur ou financeur. Pourquoi le même éditeur ou financeur? Eh bien, parce qu'en fait, on change rarement d'éditeur dans une licence, au sein d'une même licence. Et je vous explique, même si ça se passe mal avec votre éditeur, l'éditeur, même s'il ne signe pas la propriété intellectuelle de votre jeu, ça peut arriver, les Américains font beaucoup ça, par exemple, récupèrent la propriété intellectuelle, mais même s'ils vous laissent la propriété intellectuelle, eux vont signer les droits de distribution et de marketing de votre jeu. Si jamais vous signez une suite, par exemple un 2 et un 3, avec un autre éditeur, vous allez être bloqué sur toutes les opérations de bundle, sur toutes les opérations marketing qui pourraient comprendre votre licence en général. Et on sait que c'est vendeur, ça permet de faire des revives 5 ans, 10 ans après. On peut redégager un chiffre d'affaires de son travail grâce à des bundles, grâce à des ventes groupées. Et tout ça, en fait, eh ben, vous l'empêchez en travaillant au sein d'une même licence avec 2 éditeurs différents. Donc c'est pour ça que ça va être très important si vous voulez poursuivre votre licence, d'avoir une bonne entente avec votre éditeur, de pouvoir poursuivre avec l'éditeur, ou si vous travaillez avec un autre éditeur, que cet éditeur-là soit en capacité de racheter les droits de distribution et de marketing à l'autre éditeur, et que l'autre éditeur accepte ce deal-là. Donc vous voyez, vous vous mettez tout de suite dans des histoires qui sont toujours beaucoup plus complexes. Donc mon conseil, si vous vraiment vous souhaitez continuer votre licence, entendez-vous bien avec votre éditeur. Ça ne veut pas dire se laisser marcher sur les pieds, ça veut dire être conciliant, mais être ferme. S'ils font une connerie, il faut savoir dire qu'ils ont fait une connerie. Si vous avez fait une connerie, il faut savoir reconnaître que vous avez fait une connerie, construire un partenariat au long terme pour pouvoir ensuite développer la licence si c'est votre souhait. Et puis ensuite, si vous souhaitez travailler avec une autre licence et que ça ne s'est pas bien passé avec vos partenaires et que vous ne souhaitez pas développer la licence, là, rien ne vous arrête. Par contre, il faut savoir que vous allez tout reprendre à zéro. Vous allez devoir redémarcher des éditeurs, vous allez devoir regagner la confiance de ces éditeurs, vous allez devoir recommencer des négociations d'un contrat d'édition. Et je ne sais pas si Victor en a parlé dans sa présentation hier, mais les contrats d'édition, c'est quelque chose de très organique. Ça peut prendre des mois et des mois et des mois de négociation, parce que chaque éditeur a une forme de contrat différent, avec des clauses différentes. Chaque développeur va être plus ou moins d'accord avec ces clauses, et en fait, on se retrouve facilement à des négociations qui durent 5-6 mois. Donc voilà, là pour l'option 2, c'est quelque chose qui est un peu plus contraignant. Et l'option 3, c'est globalement, si vous avez un réseau, la plus flexible, mais aussi la moins fun. Voilà, je vais pas m'étendre plus sur ces solutions. L'idée de cette slide-là, c'est de pas se retrouver comme ça à la fin de la production, en fait. Tout simplement, c'est juste à la fin de la production, avoir un cap, savoir où vous allez aller et avoir des finances en perspective qui vont venir gonfler un peu votre trésorerie le temps que votre jeu break-even, que votre jeu soit rentabilisé, que vous commenciez à rentrer de l'argent grâce à votre jeu. Et finalement, on va conclure cette présentation sur la volonté long terme du studio. Si vous êtes des indés, vous êtes une petite équipe. Si vous êtes une petite équipe, en général, vous êtes aussi amis, au moins potes. C'est quand même rare qu'il y ait des gens qui se détestent dans des petites équipes de l'indépendant. Ça peut arriver, mais c'est rare. Euh, donc, accordez-vous sur votre volonté long terme du studio, pour plusieurs raisons. Ça va vous crédibiliser auprès de vos partenaires. Ils vont voir que vous savez où vous voulez aller, que vous savez ce que vous voulez faire. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure synchronisation et une meilleure communication entre vous. Et donc, pour s'accorder là-dessus, pour moi, il y a 3 questions simples. Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir dans l'industrie? Quelles sont vos valeurs d'entreprise? Et qu'est-ce que cette opportunité créative représente pour vous et pour l'équipe? Donc ça va être meeting time, les gars et les filles. Donc l'idée, je vais vous donner un exemple pour Hot Chili Games. Nous, par exemple, qu'est-ce qu'on souhaite accomplir dans l'industrie? On souhaite créer des licences qui vont marquer la culture. Voilà, c'est notre mantra, c'est ce qui nous intéresse, c'est laisser notre trace dans la culture. Ensuite, quelles sont les valeurs de l'entreprise? On les a définies. Donc, nous, nos valeurs, en l'occurrence, c'est communication, investissement, croissance et reconnaissance. Mais définissez ces valeurs pour être en accord dessus. Et puis finalement,
qu'est-ce que les opportunités créatives que vous avez représentent pour vous. Alors, je m'explique. Est-ce que c'est un moyen de gagner de l'argent, de faire du business, de vivre? Est-ce que c'est un moyen d'être auteur? Est-ce que c'est un moyen de faire passer un message? Voilà, tout le monde a une volonté différente. Accordez-vous sur cette volonté, que vous soyez tous d'accord. Ça va vous éviter des discordes.